Messieurs, dames, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce podcast enregistré dans le cadre du projet IRA, du laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora, l'ASPAD. Aujourd'hui, nous sommes avec Leïti Farindiaï, sociologue, responsable de l'intervention dans le cadre de la recherche Action IRA. Elle a notamment réalisé la monographie du centre Koulimaro. Leïti Farindiaï, bonjour. Bonjour Mamito. Leïti, ma première question, c'est quoi Koulimaro et pourquoi avoir porté votre choix sur Koulimaro? Alors, Koulimaro, comme tu le sais, Mamito, déjà merci pour l'accueil, merci pour le temps, merci de nous accompagner à vulgariser les travaux que nous avons réalisés. Koulimaro, comme tu le sais, c'est donc comme on dit, c'est arc-en-ciel en manding, donc en saucé, et c'est ce centre-là qui accueille des femmes et des jeunes femmes, donc des adolescentes dans le cadre de la recherche, qui les accueille parce que, suite à des violences sexuelles notamment, des violences conjugales, etc. Dans le cas qui nous intéresse, nous nous sommes rapprochés du centre Koulimaro parce qu'il faisait un travail extraordinaire pour accueillir ces adolescentes-là lorsqu'elles avaient vécu notamment des agressions sexuelles, des viols qui étaient suivis de grossesse. Et donc Koulimaro prend en charge non seulement le suivi relié à cette situation de violence-là, mais aussi ses effets, dans ce cas-ci, donc la grossesse par exemple. Merci beaucoup Leïti. Alors, dis-moi, quelles sont les particularités du centre Koulimaro par rapport aux violences faites aux femmes, au travail en tout cas que Koulimaro fait sur le terrain pour apporter son aide aux femmes et jeunes filles victimes de violences dans la région de la Casamance? Alors, les particularités, moi j'ai envie de dire d'abord une particularité très très simple, c'est d'exister. Koulimaro existe dans ce qu'on pourrait considérer comme un désert en ce qui concerne la prise en charge. Tout ce qui est réponse, donc ici l'hébergement est une des réponses, mais pas seulement l'hébergement, ce qui se veut une prise en charge donc plutôt holistique, même si tout n'est pas présent sur place, on en reparlera. Koulimaro va répondre aux besoins des jeunes, ces jeunes-là survivantes de violences et qui sont enceintes ou qui ont accouché ou qui vont accoucher, va s'en occuper en proposant donc l'accueil, la prise en charge pour l'enfant, bien sûr la nourriture, essayer de maintenir les liens avec la famille, travailler sur la rescolarisation pour les personnes qui doivent retourner aux études, accompagner les autres qui veulent faire une formation, à identifier ce qui les intéresse et aussi à payer. En fait, Koulimaro va jusqu'à prendre en charge les frais de rescolarisation ou pour les formations. Et donc, je dirais, pour résumer, oui, la particularité qui est extraordinaire, c'est d'exister parce que quand Koulimaro a ouvert, il n'y avait pas d'autres centres d'accueil dans la région. Là, par centre d'accueil, j'entends vraiment un centre spécifique qui travaille sur le nexus VBG et les effets, en fait, des VBG ici sur la santé sexuelle et reproductive des adolescentes. Alors, tu t'es occupé de ce qu'on appelle la monographie du centre Koulimaro. Pour nous autres qui ne sont pas forcément scientifiques, qu'est-ce que ce terme monographie signifie concrètement? Ok, dans ce cas-ci, quand on a parlé, en fait déjà le choix de faire une monographie, l'idée derrière, c'était de mieux comprendre le fonctionnement du centre, les dynamiques, la gestion, le type de gestion, l'intervention en tant que telle, donc tout le processus de prise en charge, les réseaux qui accompagnent Koulimaro, qui sont les amis entre guillemets de ce centre-là, comme tu les connais Mamito, ce centre a aussi un grand réseau d'amis, entre guillemets encore une fois, des personnes, des relais communautaires, les imams, etc., sur lequel ils reposent pour non seulement l'acceptabilité dans la communauté, mais aussi pour le référencement, pour que les gens connaissent plus, etc. Donc c'est ça. Et aussi mieux connaître les centres qui réfèrent des jeunes à Koulimaro. Là, je pense notamment au CPA, je pense qu'il est le centre premier accueil, tout ça, qui est une structure plus formelle de l'État, etc., mais qui n'est pas pensée pour prendre en charge les grossesses par exemple, ce qui est un des domaines de Koulimaro. Ok, donc la monographie, c'est aussi ce travail-là qui nous permet de donner du temps aux adolescentes. Regarde, ce que la prémisse de départ de la recherche, même de tout le programme du CRDI, qui est ce programme-là ADOS, une des prémisses, c'était de dire que les adolescentes ne sont pas au cœur
de l'action, de l'intervention lorsqu'on parle des VBG ou des santé sexuelle. En général, on en parle, on parle d'elles, on parle à leur place. Et donc ici, ce qu'on a fait en prenant le temps au centre Koulimaro, c'est de remettre ces personnes-là au centre de leur donner la parole, en quelque sorte. Merci, exactement, de leur donner la parole. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on comprend mieux non seulement les trajectoires, etc., mais aussi les besoins. Et aussi, au-delà des personnes qui résidaient à Koulimaro au moment de l'enquête, on a aussi parlé à quelques adolescentes qui étaient hébergées là-bas il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 3 ans. Et ça permet aussi de faire un genre de post-mortem, de voir où elles sont rendues maintenant en termes de formation, comment ça va, comment elles se réajustent dans leur vie. Il y a un suivi dans le long terme. Oui, en fait, Koulimaro fait ça. C'est tout ce qui est travail post-hébergement qu'elles vont aussi faire avec les adolescentes notamment. En fait, nous, on a fait un focus sur les adolescentes. Et ce travail-là, encore une fois, c'était, comme je disais tout à l'heure, l'appui pour l'éducation, etc. Mais voir comment vont ces jeunes-là. Et il y en a qui ont raconté qu'elles recevaient même encore des dons, notamment en nourriture, couches, etc. pour leurs enfants. Parce que n'oublions pas, par exemple, nous, dans le cadre de l'enquête, quand on disait adolescente, ça allait jusqu'à 19 ans. Et donc, on a rencontré des mamans qui avaient 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17, 18, 19. Et donc, ce n'est pas l'âge où on a le plus de ressources financières, notamment. Donc, l'accompagnement de Koulimaro est très apprécié, en fait, est très apprécié par ces adolescentes-là et leurs familles. Mais il faut le dire, c'est important, en fait, de rappeler que Koulimaro, et c'est ça qui est ironique là-dedans, c'est que Koulimaro n'a pas les moyens de faire ça. Koulimaro fait tout ça parce que il y a une volonté, mais c'est aussi, je pense, parce qu'il y a une reconnaissance de ces défis-là. Il y a une connaissance du terrain, des terrains, qui un peu les oblige à continuer à accompagner, parce qu'en fait, l'accompagnement permet de vraiment faire ce travail-là de resocialisation. Et donc, c'est une façon non seulement d'accompagner la guérison, le processus de guérison des traumas dans le cas des violences sexuelles, mais c'est aussi une façon, comme disait une des intervenantes, de dire à la société, tout ça, que nous prenons soin des nôtres, nous prenons soin de ces enfants-là, et que il est important qu'on sache que l'impunité ne saurait perdurer. Alors, Letty, après cette étude, après avoir foulé la terre casamançaise, avoir rencontré toutes ces jeunes filles-là, est-ce que tu peux juste revenir sur les types de violences que tu as pu identifier au niveau de la région, et éventuellement, quels en sont les auteurs, probablement, Oui, en fait, les types de violences qu'on a rencontrés dans le cadre du projet, je pense que je parle non seulement pour Koulimaro, mais aussi pour les autres volets du projet, parce qu'on avait une enquête sur les bonnes pratiques en matière de prise en charge, une enquête des perceptions, et puis toute la réflexion, en fait, le travail de cartographie des maisons et tout. Et je pense que, comme juste pour revenir sur les types de violences, là, quand on parlait de violences sexuelles notamment, on parle beaucoup de viol. On parle de viol, on parle d'agression sexuelle, on parle d'attouchement, etc. Maintenant, ce qui va arriver à Koulimaro, par exemple, lorsqu'on rencontre des femmes qui sont là, des jeunes femmes, et qui sont mamans, la plupart du temps, c'est des viols, forcément. Donc, parce que elles sont accueillies, c'est une conséquence. Le fait qu'elles aient besoin de cet hébergement-là est une conséquence du viol, parce que c'est un viol suivi de grossesse. Ce que je dois dire, c'est que il y a une découverte que nous on a faite à Koulimaro, c'est que il y a une prise en charge aussi des grossesses précoces, comme qui est mais prise en charge comme on prendrait en charge des VBG. L'explication qu'on a eue, c'est que c'est pas seulement la grossesse en tant que telle, mais c'est toute la violence qui est autour de cette grossesse-là. Et donc, il y a des jeunes femmes qui doivent quitter la maison familiale, en fait, parce qu'on les a sorties de la maison familiale. Il y a des jeunes femmes qui vont être ostracisées dans la communauté. Et il y a toute cette précarisation des familles qui fait que on peut pas non plus prendre en charge des adolescentes qui sont enceintes. En fait, là, je parle vraiment financièrement, parce qu'on le rappelle, les soins ne sont pas gratuits dans notre pays. Peu importe la situation, les soins ne sont pas gratuits. Mais c'est ça, en fait. Et donc, cette chose-là, c'était vraiment, pour nous, c'était une découverte, en fait. Donc, encore une fois, c'est les violences donc classiques que l'on connaît, mais aussi la grossesse précoce. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Koulimaro, on peut croiser des jeunes femmes qui sont là parce qu'elles ont vécu un viol suivi de grossesse, ou parce que
elles sont enceintes, en fait. Donc, ce qui serait une grossesse précoce. Maintenant, c'est très important de revenir sur cette grossesse-là parce que des fois, c'est une grossesse qui est, j'ai envie de dire, dont l'auteur, l'auteur est une personne adulte, etc., qui parfois est un enseignant, l'enseignant de la personne, le cousin qui est plus âgé, voire le même voisin, un membre de la etc. famille, voilà. Et donc, bien sûr que là, on n'est pas sur un consentement puisqu'on est sur une relation entre un adulte et une enfant, en fait. Donc, voilà. Donc, on reste quand même, sociologiquement parlant, et même d'un point de vue juridique, sur tout ce qui est violence. Ça peut rester dans les violences. Alors, c'est comme ça que j'aurais été. Alors, en termes d'auteur, ce qui est très, très important et intéressant à relever, c'est que peu importe les agressions sexuelles, de manière générale, l'agression sexuelle, l'auteur est toujours quelqu'un, c'est une personne de confiance. On va appeler ça comme ça. C'est le petit ami, c'est le cousin, le voisin, le mari, grand frère, le pas. mari, bien sûr. Dans le cas des jeunes, c'est beaucoup le cousin, etc. Mais c'est quelqu'un de l'entourage. Donc, on a souvent en tête la personne qui roule dans le quartier, il a une fourgonnette et puis, à un moment donné, on est kidnappé, mis dans la fourgonnette et puis violé là-dedans. Non, en fait, les viols, les agressions, attouchements, tout ça vont se passer dans la famille très, très, très proche, surtout lorsqu'il s'agit des personnes adolescentes. Alors toi qui as fréquenté le centre Koulimaro dans le cadre de cette enquête pendant un petit moment, qu'en est-il des défis du centre? Bonne question. Toi-même, tu en connais, je pense, beaucoup parce que je sais que vous avez fait un travail extraordinaire en soutenant le centre par une levée de fonds. C'était dans ce cadre-là qu'on s'était croisés. Donc, en fait, ce centre-là, oui, j'ai envie de commencer par le grand réseau de Koulimaro. Koulimaro appuie son travail sur les institutions hospitalières. Il y a un psychiatre qui fait un travail formidable, même s'il n'est pas au centre full-time, mais qui vient une fois par trimestre. Il y a tous les liens qui sont développés avec les gynécologues, les sages-femmes, etc. Je pense qu'il y a un centre aussi, je pense que c'est Maristop, qui travaille également avec Koulimaro et viennent faire des talks là-bas, des causeries avec les adolescentes sur la santé sexuelle, etc. Et à côté de ça, comme je disais tout à l'heure, il y a toutes les personnes dans les milieux communautaires qui accompagnent le centre, qui en disent du bien, qui réfèrent les familles, souvent inquiètes, à ce centre-là. Alors, ça, c'est vraiment un réseau important et je pense que ça fait partie de ce qui rend Koulimaro solide. Entre guillemets, vraiment, je mets des guillemets parce que on verra que c'est pas si solide que ça, parce que les échanges avec les personnes qui travaillent à Koulimaro nous permettent en fait de savoir que c'est arrivé plusieurs fois que l'équipe, le CA, l'équipe, tout ça se questionne sur peut-être l'éventualité de tout simplement fermer le centre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ressources. Et je dis ça de façon très, il n'y a pas de ressources en fait. C'est ça, il n'y a pas de ressources. Et la première chose qu'on doit dire là-dessus et que le projet je pense que c'est un des jobs du projet, c'est attirer l'attention sur l'absence de politique publique. En fait, c'est les politiques, en fait, c'est ça. Le Sénégal n'a pas de politique qui adresse réellement la question de l'hébergement dans ce dispositif de prise en charge-là. Ce que ça a comme conséquence, encore une fois, dans le cas des situations où les gens sont dans le nexus VBG et effet, ici les effets étant les grossesses, ce que ça fait, c'est que les personnes ne savent pas où aller. Et donc, ça veut aussi dire que Koulimaro est dans un grand néant lorsqu'il s'agit d'aller chercher des fonds au niveau de l'État. Parce que ce n'est pas un centre qui est accompagné par l'État. Et là, encore une fois, je rappelle, c'est ni la municipalité, ni l'État au niveau central, rien du tout. Ça arrive, c'est déjà arrivé, comme m'ont raconté les travailleuses, qu'il y ait des bonnes volontés qui travaillent dans l'administration et qui aient eu l'opportunité de faire des dons en lait, en sucre, etc. Mais ça n'est pas quelque chose de durable. D'où le plaidoyer, en fait, pour des politiques publiques, mais des politiques publiques qui tiennent compte, en fait, de la nécessité d'avoir un dispositif d'hébergement. Un appui constant. Un appui constant et concret. Parce que regardez, ce qui arrive, en fait, c'est que Koulimaro va beaucoup s'appuyer sur des bailleurs, donc des bailleurs étrangers, etc. Et ça, c'est des appuis très ponctuels. C'est 1 an, c'est 2 ans, c'est 3 ans. C'est déjà bien, n'est-ce pas? Ça permet de vivre, ça permet de payer les employés, etc. Mais ça arrive souvent, c'est déjà arrivé aussi, que des employés restent des mois sans être payés parce qu'il n'y a pas eu des sous, en fait.
Et elles sont restées parce qu'elles sont engagées et elles sont restées parce qu'elles se sont dit, ceci devrait aussi passer, en fait, qu'elles vont trouver une solution. Et bien sûr qu'il y a souvent des demandes de subventions et qu'elles réussissent à tirer leur épingle du jeu. Et comme je dis, il y a des personnes comme toi et d'autres qui font souvent des levées de fonds, etc. Mais il n'y a pas de sécurité, au niveau des ressources dans le centre. Et ça a un effet, en fait. Ça a un effet. L'effet que ça a, c'est que les gens sont beaucoup dans la gestion des urgences, forcément. Donc, le temps que les équipes auraient pu passer à travailler avec les jeunes et tout, il y a une partie de ce temps-là qui doit nécessairement aller à la recherche de financement. Et ça veut dire aussi que ça fait des petites équipes de travail, puisque, en fait, on n'a pas suffisamment de ressources pour avoir toutes les personnes souhaitées, notamment une psychologue. Je pense qu'elles disent à qui veut l'entendre que ça serait bien d'avoir une psychologue. Ouais. Et la personne psychologue qui serait là serait utile non seulement pour les jeunes femmes qui sont accueillies là-bas et les femmes, mais aussi même pour les travailleuses. Quand on travaille dans des milieux comme ça et qu'on traite des questions de violence du matin au soir, on a aussi besoin de soutien. Donc, ça va être important. Et donc, je pense que le défi, nous, du projet IRA, c'est vraiment d'arriver à non seulement attirer l'attention sur l'hébergement comme un élément central dans le dispositif de prise en charge, d'accompagnement des survivantes, mais de dire que nous voulons créer un modèle de référence, justement. Et ce modèle de référence-là permettra de revenir sur tous les volets de cette prise en charge-là. Et donc le volet médical, bien sûr, le volet psychosocial, le volet en lien avec les familles, etc. Réfléchir à la situation post-hébergement. Oui. Quand les jeunes sortent de Koulimaro, est-ce que tout le monde est bienvenu dans la famille? L'expérience montre que non. Il y a des familles qui voudraient pas reprendre la jeune pour toutes sortes de raisons. Et donc, on sait que lorsqu'on ramène ces enfants-là, ces jeunes-là dans les familles, on les réexpose possiblement à d'autres types de stigmatisation, de violence, d'ostracisation. Alors, qu'est-ce qui arriverait si le centre ou d'autres centres avaient une structure d'accueil post-hébergement? Ce serait important et intéressant. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que tout à l'heure, je te parlais de l'accompagnement en termes d'éducation, en fait, de rescolarisation, etc. Les adolescentes qui viennent des villages plus loin ou des villes un peu plus loin n'ont pas droit à ce service-là. Tout simplement parce que le centre ne peut pas faire le suivi, parce que c'est loin, parce que le centre n'a pas les moyens de faire le suivi. Et donc, faudrait voir, peut-être que ça pourrait être intéressant d'avoir des ressources post-hébergement. Donc, voilà. Donc, d'où l'idée de parler des recommandations à nous dire, après avoir passé autant de temps sur place, quelles sont les recommandations envers l'État, envers les privés, envers les bailleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire là, présentement, pour peut-être améliorer la situation du centre, pour qu'il puisse continuer à survivre, parce que tout à l'heure, tu parlais des menaces ou une probabilité de fermeture, ça serait vraiment dommage. Donc, quelles sont les recommandations que tu aurais à nous faire en tant que responsable de cette étude? En fait, j'ai envie de faire d'abord une recommandation générale qui est une prise en compte de l'accompagnement des personnes survivantes de VBG dans les politiques. Et donc, mais là, vraiment, je parle d'une prise en compte réelle. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un dispositif réel, pour avoir ça, il faut avoir une politique. La politique, c'est ça qui va faire que si la personne appelle l'AGS dira, OK, donc là, tu vas chez le médecin. Après le médecin, ça sera peut-être qu'on a un centre pour les personnes qui en ont besoin. Aujourd'hui, toutes les deux, nous sommes militantes. On sait que si quelqu'un nous appelle, peu importe, est-ce que c'est violence conjugale, violence sexuelle sur les adolescentes, etc. On sait que, Mamito, qu'on peut pas prendre le téléphone et dire à la personne, OK, regarde, va chez le médecin, il va te donner un papier et puis après, tu pourras aller à tel centre. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de centres dans le pays. Et ça, on l'a montré d'ailleurs avec la cartographie. Et donc, il faudrait arriver à un moment où on a suffisamment de centres pour pouvoir répondre en disant aux gens, vous n'êtes pas obligés de rester dans une situation de violence, déjà, d'une part, et ça, encore une fois, ça concerne tout le monde, mais aussi en permettant aux ados ce temps-là, cette coupure de la situation de violence. Parce que quand une personne a été violée dans sa famille par, je sais pas moi, son beau-père ou son cousin qui habite dans la même maison et qu'il n'y a même pas de plainte contre la personne, on a besoin de faire cesser la violence. Une des premières démarches pour faire cesser une violence, c'est extirper la personne du milieu. Il faut qu'elle sorte du milieu. Et donc, pour sortir du milieu, ça prend un accueil. Et donc, voilà. Donc, si les gens, bien sûr qu'il y a les CPA, etc., mais encore une fois, les CPA n'ont pas suffisamment de place et les CPA ne prennent pas en charge les grossesses.
parce qu'ils ne sont pas équipés pour ça. Quand on va à Koulimarou, on voit que c'est équipé. On a des berceaux, il y a une sage-femme là-bas. Une cuisinière. Oui, ça fonctionne comme ça. Le dispositif est pensé pour ça. Oui. Et donc, on a besoin d'avoir une politique qui permet d'accueillir les femmes, les jeunes femmes, leurs enfants et aussi de travailler sur les traumas. On travaille avec les traumas, avec les travailleuses sociales des fois, avec les psychologues surtout, le psychiatre parfois quand la personne a besoin de suivi plus poussé, de médication, etc. Donc il y a du travail à faire et vraiment on ne peut pas le faire si on n'a pas des politiques sérieuses. Merci beaucoup, Letty Faringay. Je rappelle que tu es sociologue et responsable de l'intervention dans le cadre de la recherche Action IRA. Tu as aussi notamment réalisé la monographie du centre Koulimarou dans le cadre donc du projet IRA, du laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs d'Afrique Diaspora, l'ASPAD de l'Université Gaston Berger du Sénégal. Merci beaucoup, Letty. Merci, Mamito. À bientôt. À bientôt. Au revoir.